Oui, j'ai décidé de tourner au soft aujourd'hui, parce que l'alcool, ça va bien maintenant. Quand on y pense, c'est quand même un drôle de concept que celui de rendre hommage à quelqu'un qu'on n'a jamais connu et qui ignorait complètement notre existence. Mais bon, étant donné que Michael Madsen est parti, on se devait de lui rendre hommage. Et tant qu'à parler de ça, et puisqu'en ce moment c'est vraiment l'hécatombe, on va rendre aussi hommage à Jean-Pierre Putter, qui a créé notamment la série Mad Movies et puis qui a fait aussi les The Craignos Monsters. Et en ce moment, c'est un sale temps pour le monde du cinéma. Hein. Michael Madsen, c'est plus de 150 films au cours d'une carrière qui a démarré dans les années 80 et qui a explosé grâce à Quentin Tarantino. On le connaît évidemment pour ses rôles cultes dans Reservoir Dogs, Kill Bill et Les 8 salopards, mais il a aussi joué dans La Mutante 1 et 2, dans les deux premiers Sauver Willy, dans Donnie Brasco, Meurt un autre jour ou encore Sin City. Et comme toutes les légendes d'Hollywood, il a fini par jouer dans des nanars, comme par exemple Piranhaconda qu'on a vu il y a 2 ans, L'attaque du crocodile géant qu'on verra un jour ou l'autre, et puis Mégalodon qu'on va voir maintenant. Mégalodon est... Ah putain, une production Asylum. Diffusée le 13 août 2018 sur Sci-Fi Channel et réalisée par James Thomas, réalisateur entre autres de films Asylum comme Tomb Invader et Monster Island. Alors pour information, il existe un autre film qui s'appelle Mégalodon, mais il est sorti en 2002, donc rien à voir. Par contre, pour la petite histoire, quand on s'est mis le film avec Tétel et avec un ami, Clément, de la chaîne Clément Michel Imitateur, n'hésitez pas à y jeter un œil si vous voulez, coucou Clément au passage, en fait je me suis pas rendu compte que je me suis gouré de films. J'ai mis Meg Rising. Et le truc c'est que dedans il y a une autre légende d'Hollywood, à savoir Tom Sizemore, et sur le moment je me suis dit tiens, dans le même film il y a Tom Sizemore et Michael Madsen. Incroyable, sauf que Michael Madsen je le voyais pas. Et c'est au bout de 45 minutes que je me suis dit mais attends, c'est pas le bon film. Donc au final, on l'a regardé quand même, parce que 45 minutes sur un film d'1h20, on a regardé à peu près les 2/3. Et on a constaté quelque chose de très rigolo avec ces deux films. C'est pour ça que vous allez avoir le droit à une double programmation. Un sous-marin nucléaire mené par le capitaine Ivanov fore un câble transatlantique au beau milieu de l'Atlantique. Le capitaine pousse les machines à fond, malgré la réticence de ses subordonnés, et l'opération crée une crevasse d'où sort un mégalodon. Ouais, non, on s'en branle. Le monstre attaque le navire, et il est immense bordel, et le met HS. Pour éviter que tout le monde meure, le capitaine isole la partie abîmée du reste, sacrifiant la vie de l'équipage. À savoir ce mec, parce que depuis tout à l'heure on voit que lui, vous allez pas me faire croire qu'il y a un vrai équipage dans le sous-marin. Donc il reste le capitaine, Yana Popov, oui c'est son nom, et lui. Concrètement il sert à rien, donc son nom on s'en fout. À des kilomètres de là, sur l'USS Shaw, le capitaine Stripper fait un discours de motivation à ses soldats. Vous êtes parmi vos frères et vos sœurs. Ensemble, vous allez servir le drapeau et combattre. Dis donc, il y en avait des figurants dans ce film. Ils avaient les moyens? Non, en fait c'est le même groupe de figurants, mais qui a été mis 3 fois dans le plan. Ah ouais? En fait, si tu te focalises sur quelqu'un qui est vraiment reconnaissable, tu te rends compte que tu le retrouves 2 autres fois dans le plan. Dingue, mais ça rend bien. Oui, mais c'est ça qui est surprenant. Bon, après ça reste un asylum, hein, faut se méfier. On s'appelle pas comme ça pour rien. Et il leur présente ensuite l'amiral King, qui sait manifestement pas sur quel pied leur parler et qui a personne devant lui. On le voit dans le reflet de ses lunettes. Après son discours, les 2 officiers se rendent au poste de commandement parce que le navire a capté l'écho du sous-marin russe. Lynch est un petit peu trop entreprenante, au point d'en oublier son grade. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'on devrait aller voir. Mais c'est normal. Elle a qu'une envie, c'est de plonger avec le mini sous-marin qu'elle a conçu. Mais le fait que le sous-marin soit russe, ça pose un problème. Et franchement, j'ai pas très envie de devoir appeler le Congrès pour les stresser avec une histoire de Russes. Mais avant tout, ils doivent porter secours aux survivants. Alors le capitaine accepte que Lynch descende avec son mini submersible. C'est moi le capitaine de ce navire, et quoi que je demande, ça doit être fait. Ce sera votre moment, vous y avez droit. Mais qui que vous rameniez avec vous, ils resteront en cellule jusqu'à notre retour, c'est compris? C'est moi ou c'est pas si mal joué? Oui, enfin, c'est du Asylum. On est d'accord, mais par rapport à ce que fait Asylum dans la moyenne, je trouve pas ça si mauvais. Donc, elle rentre dans sa conserve, et celle-ci est mise à l'eau. Franchement, je trouve pas que les effets soient si... Ah, putain, c'est moche. Bon, bref, non loin de là... Quoi, c'est tout? Bon, il récupère les survivants de justesse et les interroge immédiatement sur les causes de l'accident. Nous avons été attaqués. Attaqué? Par quoi? Je pense que ça devait être un requin. Un requin? À peine a-t-on le temps de se dire qu'ils n'ont pas pu voir que c'était un requin étant donné qu'ils n'avaient pas d'écoutille ou quoi que ce soit d'autre pour voir, que le mégalodon surgit de nulle part et avale le suppositoire. Et comme il est relié à un câble numérique qui est très très moche, le bateau se met à tanguer dangereusement. Alors,
On en apprend tous les jours, et très souvent, on est persuadé qu'avec notre propre point de vue, on est forcément dans le vrai. Mais je doute très fortement que le câble de remorquage d'un cuirassé américain se coupe avec une simple pince, monseigneur. Lynch demande à Popov ce qu'ils ont bien pu faire pour attirer le requin, et apparemment ce seraient les vibrations émises par la foreuse qui l'auraient attiré. Sur le moment, ça leur est pas plus utile que ça, mais Lynch a un plan. Se servir du système de défense par électrochoc de l'engin pour forcer le requin à les régurgiter. Pourquoi un système de défense par électrochoc? C'est Asylum, ta gueule. Il y avait longtemps, tiens. Donc, elle essaie. Ça a marché? Non. Et bah va falloir trouver un truc à faire, parce que le requin fonce dans les profondeurs, et plus il descend, plus la pression menace de détruire le sous-marin. Bon, je sais pas si ça marche comme ça, étant donné qu'ils sont dedans, mais bref. Stripper lance une opération de sauvetage pour sauver le petit sous-marin. Mais l'amiral s'y oppose, parce qu'il met la vie de tout le monde en danger. Si vous vous obstinez, je n'aurai pas d'autre choix que de vous relever de vos fonctions et de vous mettre aux arrêts. Sauf que tout le monde est du côté du capitaine, donc c'est l'amiral qui est enfermé dans ses quartiers. Pendant cet échange pour le moins curieux, un soldat a envoyé un message en morse au petit bonheur Lachance pour savoir si le groupe dans le requin est toujours vivant. Et c'est le cas. Et pour les récupérer, il faut que le squale remonte à la surface. Mais comment faire? Eh bien, disons qu'il est notoirement établi que certaines espèces de requins peuvent sentir une goutte de sang jusqu'à 500 km. Bah oui, bien sûr, et à l'autre bout de la Terre aussi. Non mais attends, une goutte de sang à 500 km, mais évidemment. Attends, déjà une goutte de sang dans un bassin olympique, ça a été démystifié. Alors une goutte de sang à 500 bornes, bonjour. Le soldat Chen propose alors d'utiliser de la viande saignante pour attirer l'animal. Bon, elle est congelée, mais avec un micro-ondes, ça va s'arranger. Donc il plonge un méga hameçon fait avec des haches, un escabeau, des pieds de biche et un câble électrique. On dirait que ça a été fabriqué par Albi Forever, ce truc. Allez voir la chaîne Albi Forever, vous allez pas le regretter. Sentant la bonne pitance, le monstre remonte à la surface et au moment où il ouvre la gueule, Lynch envoie les gaz. L'équipe est sauvée, mais au moment de rentrer, le mégalodon heurte le bateau et fait tomber un soldat. Évidemment, c'est tout à fait normal. Quand un mégalodon de 100 mètres et de 500 tonnes heurte un tout petit canot qui est à la surface, en général, ça fait un petit ploc et il y a un mec qui bascule dans l'eau. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Les naufragés remontent dans le bateau par un filet. Attends, pourquoi les naufragés? Ah oui, d'accord, elle a plongé. Pourquoi faire? Bon, bref, le canot est remonté, et pour calmer le requin, Chen lui balance un bon coup de jus. Alors par contre, il y avait un mec dans l'eau. Coupez tout! La vache, c'est Michael Bay qui a fait le film ou quoi? Bon, au moins le monstre est mort. Enfin non, parce qu'il reste 40 minutes de film, donc on se doute qu'il va revenir. Arrive alors le moment de faire l'interrogatoire des Russes. J'adore les baleines. Ivanov est une vraie tombe, tandis que Popov est beaucoup plus coopérative. Ce sont ses secrets. C'est ça qu'on cherchait, vos secrets. Seulement le capitaine s'évade, sûrement pour aller faire la dernière édition des Duos Impossibles. Et il libère le troisième homme pour faire la bagarre. Puisque le requin fait son grand retour, Chen annonce au capitaine qu'elle a fait du petit submersible une bombe, en trafiquant 2-3 conneries. Et cerise sur le gâteau, si l'animal n'est pas arrêté, il va faire un massacre à Hawaï. Heureusement pour eux, il reste là, parce que les moteurs du navire l'agacent. Alors ils l'accueillent avec tout ce qu'ils ont. Mais le cuir de la bestiole est un peu trop épais. Heureusement, la machine bruyante finit par s'éteindre et l'animal se calme. Enfin, pas tout à fait. Il donne un coup de bélier alors que les Américains et les Russes en fuite se mettent en joue, ce qui permet aux méchants de s'enfuir. Où est-il? Qui ça? Joue pas! Eh, il est méchant le méchant, hein. Apprenant que leur second est mort, le capitaine et Lynch prennent une décision. Tout le monde va abandonner le navire et Stripper va couler avec en bon capitaine. Il motive ses troupes avec un discours qui a franchement rien à envier à celui d'Independence Day. On a connu des jours meilleurs. Aujourd'hui, nous avons perdu des frères et des sœurs. Mais nous en avons aussi sauvé d'autres. Cette chose veut nous détruire. Qu'elle essaie! Parce que nous allons la mettre en pièces! Et tous les soldats évacuent. Putain, c'est 6 fois le même bateau. Bon, il n'y a pas de petites économies. Les moteurs sont mis en route pour énerver le requin et l'attirer dans un piège explosif qui ne peut être activé qu'à 10 mètres de distance. C'est fou ça quand même, hein. Tous les plans de secours artisanaux, on peut jamais les activer à 200 mètres de distance. C'est toujours juste à côté. Faut toujours que quelqu'un se sacrifie. C'est dingue. Sauf que les méchants sont encore là et ils arrêtent les moteurs. Du coup, il y a bagarre. Le capitaine avec Ivanov et Popov avec Lynch.
Notre héroïne s'en sort bien, mais son supérieur en chie un peu. Heureusement, l'amiral est là. Ça va, il est mort, on s'emballe pas. Et comme King est blessé, il se charge d'attirer le requin et de le faire exploser. Il allume même pas son cigare pour de vrai. Bref, voilà la cavalerie. Ma femme me demande d'arrêter de fumer. Là, ce serait le bon moment. Il écrase même pas le cigare pour de vrai, il est encore intact le truc. Bon bref, tout explose, l'amiral est un héros, tous ces hommes le saluent, le monstre est mort et basta. Attendez. Là, on vient de s'amuser. Maintenant, on va se faire chier. Ah, tu sors le vitriol. Ah là ouais, pas le choix. Hein. Donc, The Meg Rising, ou Megalodon Rising, est un film d'action, science-fiction, horreur de chez Asylum, youpi, qui est sorti le 7 août 2021 sur Sci-Fi et qui a été réalisé par Brian Novak, scénariste et réalisateur de son état, et qui n'a fait que des mockbusters du style Collision Moon, Jurassic Domination et Bullet Train Down. Voilà, ça donne une bonne idée de ce qu'on va voir. Et d'ailleurs, ce qu'on va voir, ça va aller très vite, parce que moi, perso, j'ai dû me le taper 2 fois. On va pas traîner. Ça commence dans un endroit du monde appelé The Asylum Présente. Mais non, c'est un titre, ça. Rien à foutre. Un navire chinois utilise un rayon rouge pour capter les transmissions radio des États-Unis et les espionner. Sauf que le boucan attire 3 mégalodons, ouais vous avez bien entendu, 3, hein, un seul c'est pas suffisant, et les bestiaux vont couler le bateau. Il ne restera qu'une seule survivante qui va envoyer un signal de détresse qui sera capté par l'USS King, commandé par la sœur du commandant Lynch, le capitaine Emily Lynch, qui se plaint d'ailleurs au commandant Moore du fait que sa sœur soit traduite en cour martiale pour avoir coulé un bateau quelques années auparavant. Parce que oui, c'est la suite de Mégalodon. En tant que commandant, elle a fait au mieux pour sauver un maximum de gens de cette créature. Votre sœur est quelqu'un de bien. Oh putain, Tom Sizemore. Je vais chialer. J'essaye de pas en mettre à côté, ça va faire fondre le bar. Attention, hein. C'est de la nitro, ce truc-là. Bon, le navire américain vient à la rescousse de l'unique survivant de l'attaque, le capitaine Lee. En parallèle, un cuirassé chinois erre dans le coin à la recherche de l'autre navire et demande à ce qu'on leur rende leur survivante, sous peine de démarrer la Troisième Guerre mondiale. Et au moment où la bagarre va commencer entre les deux pays, les mégalodons attaquent. Au début, chacun pense que l'autre a tiré, mais en voyant les ailerons, ils comprennent que la menace est autre. Seul problème, ils peuvent pas prendre le risque de tirer, parce qu'ils pourraient se toucher entre eux, et déclencher la Troisième Guerre mondiale. Pour de bon. Alors ils doivent attendre que les Chinois ou les Américains s'écartent pour pouvoir bombarder les squales pendant ne serait-ce que 2 secondes. Après un semblant interrogatoire du capitaine Lee, les requins attaquent de nouveau. Les canons en tuent un qui sert de bouffe aux autres, du coup ça les occupe un peu, et à partir de là, on oscille pendant environ 40 minutes entre faut tuer les requins, sauf si les autres sont là, parce que si jamais ils prennent un obus, on déclenche la Troisième Guerre mondiale. Ah mon dieu, les requins attaquent, on tire dessus. Ensuite, les Chinois tirent sur les Américains parce qu'ils bougent et que le moindre truc est une déclaration de guerre. Il y a un interrogatoire sans réponse claire du capitaine Lee. Ensuite, les requins vont vers San Diego, ils détruisent des bateaux de l'armée américaine. Après, ils attaquent les plages. Il y a encore un interrogatoire où Lynch apprend que c'est le rayon laser qui a attiré les mégalodons. Du coup, le capitaine Lee, qui est soudainement devenu gentil, bricole le sonar avec l'autre espèce de neuneu, là, histoire de faire un système qui attire les squales géants. Mais ça marche pas super bien. Je vais tenter un truc. Ça valait la peine d'essayer. Ah non, mais pas la caméra sur moi, hein. Non, quoi qu'il arrive, c'est complètement con. Embraye. Les requins se pointent de nouveau, mais cette fois, c'est un feu nourri qui les attend. Et d'ailleurs, on peut voir que l'armée américaine embauche des adolescentes et des sosies de Gérard Jugnot. Gérard Jugnot. C'est la petite moustache, tout ça, de Gérard Jugnot. Que Gérard Jugnot. Un deuxième requin se fait rétamer par les canons, et au dernier moment, alors que tout semble perdu et que le plus gros requin détruit le bateau, le commandant Moore arrive dans un superbe mini-submersible qu'on a déjà vu, mais il était blanc, pas jaune. Du coup, le requin est mort, le monde est sauvé, tout le monde rentre chez lui, et le capitaine Lynch fait une déclaration à 4 pauvres journalistes sur un ponton sur une plage, au sujet des événements survenus en pleine mer. Alors, objectivement, Mégalodon, pas Meg Rising, hein, Mégalodon. C'est un bon mauvais film. Ce que j'entends par là, c'est que c'est moche, fauché, et c'est franchement pas extraordinaire au niveau du jeu, mais pour un film de cette trempe, il est dans la moyenne haute. Il y a des effets de mise en scène dans certains dialogues,
Les décors sont quand même bien foutus, en tout cas mieux que dans les autres productions. Et pour cause, les scènes extérieures se déroulant sur le navire ont été tournées à bord de l'USS Iowa, un musée naval situé à San Pedro en Californie. Les scènes de bagarre sont pas mal, et puis il y a des effets de mise en scène qui sont vraiment pas dégueux. C'est pas inventif, mais c'est pas dégueu. Bon, le film n'est rien d'autre qu'une ressucée de En eau trouble. D'ailleurs, il a été tourné quelques semaines avant la sortie du film pour capitaliser sur son nom. En plus, il a été fait avec 150 000 $, ce qui est vraiment pas beaucoup pour du Asylum. Et comme d'hab, il y a les plans réutilisés, les scènes stupides comme celle-là. Sur ce plan, par exemple, l'actrice fait un mouvement pour guider le submersible. Sur le plan suivant, on voit que le submersible est plus là, parce que les effets devaient coûter trop cher. Mais par contre, elle continue d'agiter le bras. « Je suis un hélicoptère !» Voilà, il y a le lot de base d'un film conte chez Asylum. Mais je vous assure, sans mentir, que on a vraiment été pris par le film. C'est-à-dire que l'action était là, on était dedans, on se disait tiens, putain, il se passe des trucs, il y a quelques personnages qui ont l'air plutôt cool. Il y a des trucs cons, normal, c'est un nanar. Mais franchement, c'est débile, c'est prenant, c'est ce qu'on cherche. Alors après, peut-être qu'on a bien aimé le film parce qu'on l'a regardé après Meg Rising. Ouais, c'est peut-être ça. Parce que Meg Rising, c'est vraiment à chier. Le film est long, mou, chiant, ça palabre dans tous les sens. Et puis, les plans réutilisés, il y en a un paquet. Il y en a un wagon même. Le Meg qui heurte le bateau, il doit y être au moins 7 ou 8 fois, les canons qui tirent pareil. Mais le pire, c'est que tout a été tourné dans les mêmes décors, à savoir le USS Iowa. Et rien n'a changé. Évidemment, c'est un musée, vous pouvez pas changer les décors. Alors on retrouve les tableaux dans le couloir, la plaque KECW dans la salle des commandes, la salle des machines, le pont avec la même peinture qui s'écaille, et il est rouillé en plus, le bateau est rouillé. Alors j'ai jamais foutu les pieds sur un cuirassé, ni même sur un porte-avions, on est d'accord. C'est pas l'envie qui me manque, je pense que c'est important de tout découvrir dans la vie. Maintenant, j'ai pas de place chez moi, alors je peux pas. Mais le fait est que je pense pas que l'armée états-unienne, je dis états-unienne pour rester cohérent avec, même si j'ai dit américaine avant, bon, on s'en fout. Le fait est que je pense pas que l'armée américaine ou états-unienne ait un bateau dans cet état-là. Un bateau fonctionnel. Ça m'étonnerait. Et le casting, mon Dieu. Bon, le pauvre Tom Sizemore, paix à son âme, bouffi par l'alcool ou Dieu sait quelle drogue, qui termine en flaque dans chaque scène. Le mec est constamment en sueur, à la fin ils ont dû le charger avec une serpillière ou une bêche dans sa voiture. Puis en plus, v'là la voix française qu'il a. Un ennemi, mais pas votre sœur. C'est ça. Et puis les autres, la vache. Elle reste collée à son casque pendant tout le film. Lui, il est au coin et la seule chose qu'il fait, c'est se tourner et se retourner en disant « Oui, madame. » Elle ne fait que des jeux de regard. C'est quasiment, je déconne pas, Elle ne fait que ça. Il y a presque pas de dialogue, que de la présence. Et puis comme ça, d'un coup, t'en as une qui pleure, histoire de dire ah, vous savez, on est dans une merde, mais moi je sais bien jouer quand même, Ça ferait sensation dans un bon film. » Et ils disent tout le temps « Oui, madame », toutes les 30 secondes. Bien, madame, bien, madame. Bien, madame. Très bien, madame. Oui, madame. Bien, madame. Oui, madame. Et puis c'est pas fini, parce que les plans des bateaux en images de synthèse, la plupart du temps ils sont à moitié blancs, on dirait des plans pour des impressions 3D. Les flingues c'est des armes d'airsoft, ça se voit à des bornes, bon après c'est commun à tous ces films là, mais là faut dire qu'ils accumulent. Et à un moment, t'as un soldat qui arrive avec une caméra, soi-disant pour filmer les requins et prouver qu'ils existent. Alors c'est un espèce de machin qui se met sur l'œil, sans déconner, on dirait un scooter de Dragon Ball Z. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a un Meg Rising 2 qui est sorti, il est sorti cette année. Alors ok, au vu de la bande-annonce, il a l'air d'être un peu mieux fait que l'autre. Enfin, mieux fait. C'est mieux fait dans le même ordre que ce dessin-là, il est mieux fait que ce dessin-là. Mais dans l'idée, les deux, c'est de la merde. Et même dans la bande-annonce, on voit qu'il y a des plans repris. Ça veut dire qu'ils ont filmé sur le même bateau. Encore! Je bascule dans la folle dinguerie! Le casting! Eh ben rien, voilà. Que ce soit dans un film ou dans l'autre, c'est bourré d'habitués de ses productions ou de séries télé. C'est juste qu'il y a Michael Madsen dans l'un et Tom Sizemore dans l'autre. Madsen, je l'ai présenté au début, et Sizemore, j'en ai parlé dans Relic. Je vais finir par choper une crise cardiaque. Ah, faut se les faire ces putains de films. Quand je pense qu'une vidéo sur deux où on parle de Asylum est démonétisée... Ah bah oui, tu penses, récupérer 100 balles de monétisation, ça les arrange bien, Ça leur permettra de louer un bateau pour leur prochain film. Ah, pauvre Michael Madsen. On aurait vraiment pu lui rendre hommage autrement. Bah ouais, mais on n'a pas prévu de faire la mutante tout de suite. On essaiera, si on y pense. Tiens, la mutante, voilà encore un film qui a des suites immondes. Je suis fatigué. Bon, la semaine prochaine, on va parler d'un film qui se passe encore sur un bateau. Mais là, pas de requin. Non, juste des bestioles à poil.
Enfin, des poils. Ouais, non, si, des poils. Ouais, aussi, elles ont du poil aux pattes. Julia, con la